Nafal Abayit, Kufnunchet Amoudalef, Nafal Abayit Alav et Alishto. Ils sont tous les deux morts. La question c'est de savoir qui est décédé en premier. Yorche Abal Omrim, les héritiers du mari disent Isham et Arishona. C'est la femme qui est décédée en premier. Donc si elle est décédée en premier, un instant après, au moment du décès de la femme, le mari immédiatement, il hérite sa femme. Et donc même s'il est décédé après, il a déjà tout hérité. Donc la femme est complètement dépossédée. N'est-ce pas? Donc les héritiers de la femme ne leur reste plus rien. Tout l'héritage a basculé chez le mari. Et donc chez les héritiers du mari. Chez la famille, n'est-ce pas? La famille du mari. Ve'achar metabal. Donc Yorche Abal omrim, Isha metarishona. Ve'achar metabal. Yorche Isha omrim, Baal metrishon. Ve'achar metaisha. Yorche, Aïcha, les héritiers de la femme prétendent, non, l'inverse. Donc chacun tire la couverture de son côté. Maintenant, on ne sait pas. Personne n'a des preuves. S'il y avait des preuves, il n'y a pas de discussion. S'il y a des preuves, il n'y a pas de discussion. Donc c'est des arguments. C'est un remariage alors, parce qu'elle a des enfants à elle et lui il a des enfants à lui. Pourquoi compliquer? Maintenant, il y a différents types de biens. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Yachloku. 50-50. Mamon Amoutal Besafek Rolkim. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position de Bet Shammai? Oui. Ils sont morts tous les deux. Oui. Après l'autre. Oui. Il n'y a personne. Oui, on est d'accord. Là, avec l'énoncé, on est d'accord. Mais cette notion de Cholkim, elle est. Ça convient quand même. Ça convient, mais c'est un sujet discuté, Cholkim. Non, je m'explique. Quand il y a un bien qui est mis en cause, on ne sait pas Reuven ou Shimon, qu'est-ce qu'on fait? Cholkim, c'est pas dans tous les cas. Est-ce qu'on est Cholkim ou pas Cholkim? C'est une marloquette. Sumchus et Rabanan. Mamon Amoutal Besafek Cholkim. Normalement, et c'est pour ça qu'on a des grands Tosfotim ici qui discutent à ce sujet-là. Mais en tout cas, quand on a un bien sur lequel il y a une incertitude, à qui il revient? On ne dit pas Cholkim forcément. C'est très rare qu'on dit Cholkim, très rare. Il faut que ça remplisse beaucoup de conditions. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite Beth Hillel. Beth Hillel dit pas du tout. Nechassim becheskatan. Jusqu'à preuve du contraire, les biens, ils appartenaient à qui? À ceux qui appartiennent, ça dépendra. Nechassim becheskatan. On va prendre la Ktuva par exemple. On arrive tout de suite. La Ktuva par exemple. Donc c'est vrai que la femme avait un droit. Mais est-ce que le droit, il a été, il a pris effet? Les héritiers, on va donner l'exemple simple. Les héritiers de la femme prétendent on a le droit à la Ktuva. Donc le mari s'était engagé à 1 million. D'accord? Donc il donne-moi le million. Mais les héritiers du mari vont dire quoi? Amène une preuve que le mari est décédé en premier et donc la femme avait le droit à la Ktuva pour réclamer ce million. C'est toi le moti, c'est toi qui viens réclamer quelque chose. D'un côté la femme, et donc les héritiers de la femme, ils ont une Ketouva, ok, il y a marqué 1 million, mais qui a dit que te revient ce million? Si elle est décédée en premier, elle ne lui revient rien. Donc c'est elle a priori, le moti, c'est elle qui vient soutirer les héritiers de la femme, qui viennent soutirer aux héritiers du mari. Donc normalement, on devrait appliquer la règle. Non, inverse. Hamotzi mechavera. La varia, tu prétends que ça te revient, mais amène des preuves. On est bon. C'est Beth Hillel omrim, nechassim becheskatan. Les biens restent dans leur domaine qui était, on va les laisser dans le domaine dans lequel ils se trouvaient jusqu'à présent. Donc pour la ketouva, becheskatur chez Abal, la ketouva, le bien que le mari s'est engagé à donner à la femme au cas où. À qui ils appartiennent? Jusqu'à preuve du contraire. Mais non. C'est un engagement au cas où. Donc tant qu'elle n'a pas de preuve, à qui il appartient le bien? Au mari. Vous prétendez que la femme est décédée en dernière et donc lui revient, mais amène des preuves. Puisque le bien, on n'en discute pas qu'il appartient au mari. Seulement, toi, tu viens prétendre, les héritiers de la femme prétendent que la femme a un droit. Ben, amène des preuves que ce droit lui revient. Et c'est seulement lorsque tu pourras prouver que la femme est décédée en dernier que l'engagement prendra effet.
Donc jusqu'à preuve du contraire, à qui appartient le bien? Jusqu'à preuve du contraire. Au mari, c'est ce qui s'appelle Beches Katan. L'engagement de la Ketouva, jusqu'à preuve du contraire, ça reste chez le mari. Et les Nirsemélog, par contre, les biens qui appartenaient à la femme, où le mari n'avait seulement l'usufruit, Ça reste à la fin. a priori, on va voir tout de suite, Nechassim, Anechnasim et Otsimima, on y est dans Hillel. On est dans Beth Hillel. Parce que Beth Shammai, il a- Rajbam va nous préciser que Beth Shammai est d'accord que la Ketouva, on ne dit pas Yachloku. Pourquoi? Comme nous avons dit, l'engagement de la Ketouva, c'est pas un acquis, c'est qu'un engagement au cas où. Au cas où il y a divorce, au cas où elle est veuve. Mais si elle décède en premier, zéro. Donc Beth Shammai sont d'accord que la Ketouva, les héritiers de la femme ne pourront pas revendiquer la Ketouva. Donc c'est pas explicite dans la Mishnah, c'est explicite dans le Torah. Sur la Ketouva, on n'en discute pas, voilà. Il n'y a pas de discussion sur ça. Ça, c'est le Rajbam. Mais Rav, juste une petite parenthèse. Oui, Ketouva Becheskat Yorshé Baal, comme nous dit le Rajbam, c'est accepté par tous. Encore une fois, la Ketouva est un engagement au cas où. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un bien qui appartient au mari. Point. Donc tu veux, toi, héritier de la femme, prétendre que le mari doit payer la Ketouva, amène des preuves qu'il la doit. On est d'accord qu'il a noté l'engagement, mais qui a dit qu'il lui revient? Donc tout va vers cette Yorshé Abba, Nechassim, Anechnasim, Yotzim, Bercheskat Yorshé Haav. C'est qui, Ken? Donc les biens que la femme a amenés quand elle s'est mariée, Nechassim, Anechnasim, Veyotzim Ima, les biens avec lesquels Nichnasim, elle les a amenés avec elle. Veyotzim Ima, au cas où il y a divorce ou elle est veuve, elle les récupère. Donc c'est des Nechassim. Normalement, on parle de Nirsé Melog, parce que Nirsé Tzon Barzel, c'est un engagement du mari, et le mari, mais même là, c'est, n'est-ce pas, c'est, il y a des, encore une fois, c'est tout un sujet qui est plus dans tout vote, etc. Mais en tous les cas, on va simplifier. Nirsé Melog. Nirsé Melog, c'est la femme. Comme elle fait rentrer les biens, elle récupère. Avec qu'on appelle ça une dégradation du bien ou une évolution du bien, n'est-ce pas, Nirsé Melog, elle les récupère telles quelles. C'est quoi la différence entre Nirsé Melog en l'état? Nirsé Tzon Barzel, c'est que le mari prend l'engagement et ils font une évaluation du bien à l'entrée. Donc, il peut se retrouver que le mari perd ou gagne. C'est une évaluation. C'est une évaluation, c'est-à-dire que le bien, on lui fait l'évaluation au moment du mariage, ils sont mariés en 2000. En 2000, le bien valait 100 000. Le mari s'engage à payer 100 000. Si au moment du divorce ou au moment où elle est veuve, le bien vaut 1 million, il lui doit que 100 000. Et s'il vaut 0, il y a une dévaluation, une dégradation, etc. Il paye aussi 100 000. D'accord? Donc c'est pas le bien. Donc c'est la valeur. Donc c'est pour ça qu'on va simplifier. Mais même dans Nirsé Melog, c'est une question. Dans Nirsé Tzon Barzel, si le bien est là, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, on va simplifier comme dit le Rajbam. On parle de Nechassim, Anichnasim, Veyotzimima. C'est les biens qui sont rentrés, qu'elle a amenés avec elle. Et au cas de divorce, elle les aurait récupérés. Donc finalement, ces biens à qui ils appartiennent? À la femme. Et donc c'est les héritiers du père, de son père. C'est Becheskat le père. C'est les biens qui appartiennent le père. Donc là aussi, de la Mishnah est sous-entendu finalement qu'on parle du cas où il n'y a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Mais encore une fois, laissons de côté les enfants. On parle du père. C'est le père, c'est le premier héritier. Au cas où il n'y a pas d'enfant, bien sûr. S'il n'y a pas d'enfant, c'est le père qui hérite en premier, n'est-ce pas? Après les enfants. Il n'y a pas d'enfants, de petits-enfants, bien sûr. Si il n'y a pas vers le bas, ça monte vers le haut. Donc c'est le père avant les frères du défunt. Cheskat, Chazaka, 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 Mourzak. Sans la Gemara, on aurait dit Nechassim Becheskatam, deux points début de citation. La Ktuva, Becheskat Yorshé, Abad. Et les autres, Berskat Yorshé, non, Nechassim Becheskatam, ça veut dire aussi quelque chose. Berskat Mi,
Donc Nechassim, donc c'est le patrimoine donc du défunt. Berskat Amar Biochanan, Berskat Shabal, bien sûr, c'est ils sont Becheskat jusqu'à preuve du contraire. On les statue par défaut appartenant au mari et donc les héritiers du mari. Rabbi Eliezer Amar Berskat Shaisha. Donc on parle des Nechassim. De quel Nechassim on parle encore une fois? Le sujet n'est pas sur les biens du mari. Tout le sujet de la Mishnah concerne les biens de la femme. On a... Il divorce en premier. Non. Troisième avis. Donc ça paraît normal puisque... Parce qu'il a le droit de vendre. C'est ça. Même s'il a une dette, mais le bien appartient au mari. Pourquoi Becheskat Aïcha? Alors, ici, c'est pas expliqué, c'est pas détaillé, mais si je me trompe pas, c'est lié au fait que la femme peut le réclamer si la maison est présente. Donc, le bien avec lequel le mari avait le droit de vendre, mais il n'a pas vendu. Et au moment du divorce, il se trouve présent. Est-ce qu'elle peut le réclamer? Si je me trompe pas, elle peut le réclamer. C'est pas précisé ici. Au troisième avis dans la Gemara, on a 3 avis dans la position de Beth Hillel. Beth Hillel a parlé de 3 choses. Il y a Nechassim Becheskatan, donc c'est Tzon Barzel, on va les appeler Tzon Barzel. Oui, c'est les biens qui sont évalués, c'est l'engagement du mari de payer la valeur. Il y a les Nirse Melog et il y a la Ktuva. Donc il y a 3 éléments. Sur les premiers éléments qui sont Nirse Tzon Barzel, c'est marqué Nechassim Becheskatan. Donc on a une formule qui n'est pas détaillée dans la Mishnah. C'est quoi Becheskatan? 3 avis. Premier avis, Rabbi Yochanan qui dit c'est Becheskat à Baal, parce que le mari était en mesure de les vendre, donc c'est à lui. On a Resh Lakish qui dit moite-moite, et on a, effectivement, on a Rabbi Elazar, qui dit la femme, c'est Becheskat Aïcha, parce que ça lui appartient. Ah, le mari a un droit, ok, ça reste qu'un droit. Et on a le troisième avis qui dit que non, finalement, c'est indigne de Yerusha, et donc c'est moitié-moitié. Et il nous dit à ce sujet le Rashba, parce que finalement les deux viennent avec un argument fort. Les héritiers de la femme disent mais c'était d'une manière certaine, ça appartenait à la femme. Donc on va dire, l'origine de l'argument, il est fort, il est fondé, il est basé. On sait que ça venait de la femme. Ces biens-là, c'est des biens qu'elle a rentrés quand elle s'est mariée. Donc c'est les biens qui appartenaient un jour à la femme. Et d'un autre côté, on a un argument fort aussi, qui est le droit du mari sur ses biens. Et donc ça devient comme à lui. Alors ben il faut comprendre, c'est pas, pour moi ça reste quand même. Mishnah suivante. Nafala baita lav ve'alimo. 3 avis. Ou l'homme, ou le mari, ou la femme, ou moitié-moitié. Dans Beth Hillel. Dans Beth Hillel. Beth Hillel qui a parlé de Nechassim Becheskatan. Donc on parle Nirse, Tzon Barzel. Les biens que le mari s'est engagé à payer leur valeur qui a été estimée, évaluée au moment du mariage. Est-ce qu'on considère que c'est au mari puisqu'il a pris la pleine responsabilité, ou bien non, ça reste toujours à la femme, ou bien moitié-moitié? 3 avis. Nafala baïta la valimo. Donc c'est mère et fils. Tout à l'heure on était homme-femme, mari-femme. Là on est mère-fille, fils. Alavalimo, une veuve, une divorcée, Ken, Elouvel Umodim, Shiachloku. Donc maintenant, c'est quoi le sujet ici? Donc là, l'enjeu ici, c'est quoi? On a une mère et son fils qui sont tous les deux décédés, et on a les héritiers du fils et les héritiers de la mère. En français, qu'est-ce que ça donne? Les héritiers du fils, c'est qui? Donc on va prendre une mère et son fils. Rashbam nous dit Rachel et Yosef. Qui viennent d'une autre mère, une autre famille. Parce que la fraternité, c'est par
le père. Donc on va prendre un exemple simple. Rachel. On connaît Rachel. Rachel Imenou, il n'y a pas longtemps, c'était sa date, n'est-ce pas, d'après certains, Yudalef. Donc Rachel, elle a Yosef, que Yosef. Binyamin n'est pas encore né, d'accord? Donc on a un safek maintenant, qu'est-ce qui est décidé en premier? Rachel ou Yosef? Et donc l'enjeu est-ce que ça va être, il n'y a pas Yaakov maintenant, d'accord? Donc si Rachel décède et en premier, donc qu'est-ce qu'il a hérité? Yosef. Donc qu'est-ce qu'il va hériter ensuite? Yosef est aussi décédé. Donc qu'est-ce qu'il va hériter Yosef? Il n'y a pas Binyamin. Yaakov. S'il n'y a pas Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous les frères, on est bon? Maintenant, si c'est le fils qui est décédé en premier, eh ben, qu'est-ce qui va hériter Rachel? Alors, donc on ne parle pas sur les biens du fils. Les biens du fils, ça va aller chez la famille du fils, c'est pas la question. La question, c'est les biens de Rachel. Le père. Le père de Rachel. Le père est donc Lavan. Donc Lavan. Donc maintenant il y a Lavan et Reuven qui sont au Beddin. T'as raison, Razak. Donc ça la question. Nafala baita lavalimo, elouvel ou modim. Donc tout le monde est d'accord. Chez Yachloku. Pourquoi? Parce que là il n'y a plus la règle, il n'y a plus de Mourzakout ici. Yosef, il n'a aucun droit sur les biens de sa mère, du vivant de sa mère. Donc les biens qui étaient dans le domaine de Rachel. Ouais, personne du vivant. Ils étaient statués à qui? À la mère. Donc on a un vrai safek. On a un vrai safek, un safek shakout. Il n'y a pas de razaka ici. Tout ce que Beth Hillel a été cholé sur Beth Shammai, c'est parce qu'on ne va pas appliquer la règle de Yachloku. On me suit ou pas? Beth Shammai dans la Mishnah précédente n'a dit quoi? Yachloku. Pourquoi Yachloku? Pourquoi Beth Hillel se sont opposés à Beth Shammai? Parce que tu dis Yachloku seulement si personne ne détient la chose. Ou tous les deux détiennent de la même manière. Mais s'il y en a un qui détient plus que l'autre, comme par exemple le droit du mari a une préséance sur le droit de la femme, etc. Donc c'est Beth Hillel. Donc il dit non, on applique à Motzi Mechavero à la Varaya. Mais là dans ce cas-là, personne n'a un droit, personne détient le bien de la mère, du vivant de la mère, le bien appartient à la mère. Donc on a un safek shakoul ici. C'est ou le fils, ou le fils de Rachel, ou ses héritiers, les héritiers de Rachel. Donc, pardon? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait le mari qui avait un droit sur l'héritage de sa femme. Mais il avait un droit sur les biens du vivant aussi. Du vivant, donc avant l'héritage. Et la femme s'y meurt. Donc ça c'est le premier avis Tanakama. Marabi Akiva Amode Ani Shezu Bezu Shanechassim Becheskatan. Rabbi Akiva il dit non. Là dans ce cas-là je suis d'accord. On va voir ça veut dire quoi, il est d'accord. Que Nechassim, les biens, c'est qui les biens? Quels biens? Les biens de la femme donc. Sont Becheskatan. Becheskat de qui? De la mère, de la mère. Et donc qu'est-ce qui va hériter? La famille de la mère. Amarlo Ben Azaï, al chaloukim anu mitzarim al shebata lechalek alanu et hashavim. Ben Azaï dit à Rabbi Akiva, je comprends pas. Nous, on a du mal avec le cas précédent où Beth Shammai et Beth Hillel sont en désaccord. Là, on te dit que tout le monde est d'accord, tu viens rajouter ton grain de sel. Shalom, tu viens rajouter une marlouquette. Hein, c'est une manière de dire, ne rajoute pas des marlouquettes, il y en a déjà une dans le cas précédent. Là, a priori, c'est plus simple. Mais Bémet, on comprend rien. Il a raison, Rabbi Akiva. Le bien à qui il appartient? D'après la règle de Beth Hillel, les biens qui appartiennent à Rachel, eh ben ils appartiennent à Rachel. Donc si on a un doute, si c'est Yosef qui va hériter sa mère ou pas, eh ben on dit à Motzi Mechavero à la Varaya. Donc on devrait dire à Reuven, mais prouve que Yosef est décédé en dernier pour venir récupérer les biens de Rachel. Puisque c'est pas sa mère, n'est-ce pas? Reuven. Rachel, c'est pas la mère de Reuven, donc lui il a aucun lien avec elle. On attribue la Totsa à ses proches. Alors, c'est pas exact, il a aucun lien. C'est parce que ça passe par le père et ça redescend, mais c'est la femme de son père. Donc il y a pas. Mais la question c'est est-ce qu'il y a pas Kever? Donc ça c'est une autre question. Ok, alors on y arrive tout de suite. Il nous dit la Gemara. Becheskatan, on ne peut pas comprendre comme
Ce qui est à Yosef, c'est à Yosef. Ce qui est à sa mère, c'est à sa mère. Oui, Chazak, bien sûr. Encore une fois, les biens de Yosef, il n'y a pas de question. Il peut Les- avoir beaucoup de biens à lui aussi. Oui, non, les biens de Yosef, c'est pas la question. Ça, c'est une évidence, les biens de Yosef. Les biens de Yosef ne vont jamais aller chez la mère, puisque la mère n'hérite pas son fils. Donc la question n'est pas sur les biens de Yosef, la question est sur les biens de la mère. Est-ce que le fils, donc Yosef a hérité sa mère, et donc tout va de son côté, ou bien non, Yosef est décédé en premier, donc la mère, Yosef n'a pas hérité sa mère, et donc Réhouven ne va pas hériter Yosef. Nous, mais on va voir tout de suite. Pardon? Dans le cas où Yaakov n'est plus là. Oui, bien sûr, Hazak, bien sûr. Becheskatmi, on revient sur les propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, dans ce cas-là aussi, les biens, ils sont Becheskatan. Becheskatan, il ne nous a pas précisé. Ils sont statués par défaut à qui? Appartenant à qui? Donc, c'est ce qu'on a dit. La Gemara pose la question. Donc, la Gemara va parler. La Gemara va développer. Mais nous, effectivement, la logique simple, c'est de dire que c'est Becheskat, la mère. Et donc, les héritiers, la mère. Et les héritiers du fils, c'est eux qui veulent, on va dire, détourner, pas détourner péjorativement, mais c'est qu'ils veulent récupérer quelque chose qui appartenait jusqu'à présent à la mère. Donc normalement, eux, ils sont seulement les héritiers par ricochet. Ils sont les héritiers de l'héritier. Ils ne sont pas l'héritier direct. Donc l'héritier direct ont une préséance sur les héritiers de l'héritier. Pour dire que tu es héritier, toi, donc Réhouven, il faut prouver que Yosef il était héritier. Donc il faut prouver que Yosef est décédé en dernier. Jusqu'à preuve du contraire. Ben, ça reste chez Rachel. Becheskat mien, l'agma a dit. Rabbi La Amar, Becheskat Yorshea M. Rabbi Zera Amar, Becheskat Yorshea Ben. Qui s'allie Rabbi Zera comme Bishte de Rabbi La. Donc Bémet, Rabbi Zera et Rabba comme Bishte de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Ashma Mina, Avira d'Eret Israël Markim. Donc on sait que Rabbi Zera, Vers de Israël et Markim. Rabbi Zera dit, quand j'ai quitté Bavel, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, l'histoire avec Rabbi Zera, c'est qu'il a dû se sauver, si je ne me trompe pas, de Bavel suite à une histoire, n'est-ce pas, ça a vérifié, mais en tous les cas, il a quitté Bavel, il est parti en Eretz Israël, et quand il arrive en Eretz Israël, il a changé d'avis. Donc il a dit, si j'ai eu une nouvelle vision des choses, c'est par le mérite d'Eretz Israël, n'est-ce pas? D'accord? Elle a dit ça, super. On est plus inspiré là-bas. C'est vrai, hein? Donc Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera, Shama, Shma Mina, Avira d'Israël Markim, Vetam Amay, Amar Abaye, Oil Veochzeka, Anachala Beoto Shevet. Alors, la Gemara, elle nous dit quelque chose d'un petit peu compliqué. Nous, on a dit c'est plus simple. Les biens de Rachel, qui est-ce qui les exploite? Du vivant de Rachel et du vivant de Yosef. Mais non, il n'y a pas de Yaakov. Il y a Rachel et Yosef. Il n'y a ni Binyamin ni Yaakov. Qui est-ce qui a un droit d'exploiter ces biens-là? Ils sont vivants les deux. Rachel et Yosef sont vivants. Il n'y a pas de mari. Ah, pas de mari. Qui est-ce qui a le droit d'exploitation des biens? Quand on devient, c'est son fils. Mais non, c'est Rachel, c'est ses biens. Ah, c'est Rachel alors, hein? Ben voilà. Donc si t'as un doute, si Yosef a hérité sa mère ou pas, ben tu dis, ben c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est Rachel. C'est Rachel. Donc, Rachel. mais la Gemara va dire plus que ça. Non, c'est que les biens sont dans la lignée de sa tribu à elle. Donc si elle est du tribu de Réhouven, ou de Shimon, ou de Yehuda, ça reste dans cette tribu. Donc c'est autre chose, c'est une autre. D'accord? Maïta Mama Rabaye, au il, Veorzeka Nachala, Beoto Shevet. Donc c'est dans la tribu de la mère. Ça veut dire quoi? C'est Urzak. Alors encore une fois, c'est caché. Je pose une question, mais en tout cas, la traduction de la Gemara, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'héritage de la mère, eh ben, elle reste chez la mère. Ça veut dire quoi chez la mère? Alors la Gemara, elle est partie jusqu'à donner un exemple, on va dire, un petit peu extrême. Si la mère était de Shevet Réhouven, et le père, il est de Shevet Shimon, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, les biens qui appartiennent à la tribu de Réhouven sont restés chez Réhouven. Vous, les héritiers du père, donc du fils, donc du père, prétendent maintenant que l'héritage est passé à Shevet Shimon, à vous d'amener les preuves. C'est ce que la Gemara dit. Nous, sans la Gemara, on a dit plus simple.
On a dit tout simplement à qui ils appartenaient jusqu'à la mort, jusqu'à l'équation. Ils étaient entre les mains de qui? De la mère. Donc qu'est-ce que ça a besoin de parler du Shevet? Et Bébé Tosot, il pose une question ici. A priori, cette notion, on aurait pu la dire aussi quand il s'agit de la Nafala Bait Alav Ve'alishto, n'est-ce pas? Sur la femme aussi. Pourquoi tu veux pas parler de l'Afrique quand c'est la mère? Quand c'est la femme aussi, tu aurais dû dire la même logique. Que les biens de la femme, ils sont Becheskat, son Shevet, sa tribu. Là, on voit, non. Quand la femme, elle est mariée, il n'y a plus déjà la tribu. Parce qu'une fois qu'elle est mariée, c'est le mari prend le droit. Ok. אמר לו בן עזאי, על החלוקין אנו מצטערים רב סמלי עדה אמרה, בן עזאי תמיד חבר דרבי עקיבא אבא, דקאמר לה, שבתה, donc il dit comme ça, la Gemara dit, Ada Amara, c'est une manière de dire, cette chose a été dite, a été déclarée, que Ben Azaï, au départ, il était un Talmid Chaver de Rabbi Akiva. Donc il était en dessous de Rabbi Akiva, si on veut, mais quand même Chaver. Il avait quand même des fois on va dire, il se permettait, où il y avait ce droit, c'était accepté, c'était d'être en opposition. Mais ensuite, il est devenu Chaver. Donc il était vraiment au même niveau. D'accord? Donc Talmid, Ben Azaï, Talmid Chaver de Rabbi Akiva, des Kamar, Hatshebata, Shalchum Etam. Donc c'était, et sur ça le Rajwami nous dit, Et pardon, les servantes, elles n'avaient pas de lien. Donc, pas hors sujet. donc le Rajwami nous dit, c'est évident qu'au départ, il était son élève, et ensuite, il est devenu son chaver, et c'est pour ça que Ben Azaï se permet de dire, Hatshebata, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu un échange qui est un petit peu, on va dire, familier. Donc forcément, il y a une logique de dire que Ben Azaï, s'il s'est permis de parler comme ça, c'est qu'il était au niveau de Rabbi Akiva. Encore une fois, bien sûr, tout est relatif, mais c'est pour ça qu'il s'est permis de parler comme ça. Shalchum etam ben shelava ben irse aviv bechaya aviv umet. Donc c'est le fils. On va voir tout de suite ce que ça veut dire chez Lava, parce que la Gemara elle va refuter tout cet enseignement. Donc Ben Shelav, c'est un enseignement qui n'a pas de sens, on va voir. Donc Ben Shelav min Savi bechayavi umet, beno moti miyada likuchot, vizu shikasha bedine mamonot. La Gemara dit, donc d'accord, donc on a un énoncé, si on traduit littéralement, c'est un fils qui a emprunté. Benirse aviv, bechaya aviv, vous mettez benom tzimiyad lekuchot. Donc le fils aura un droit d'héritage, si on traduit littéralement, et les lekuchot vont être lésés. La Gemara dit de quoi il s'agit, on comprend rien ici. Là-bas, maïmapik, si c'est lui qui a emprunté, qu'est-ce qu'il va sortir? Il y a quoi à sortir? Veol lekuchot m'a invité, là itmar, mais il faut donner. D'accord, donc c'est pas ça le cas. Mais on parle du fils qui a vendu. Ben shemachar ben irse aviv bechayaviv. Est-ce que vous vous souvenez de ce cas d'un fils qui a vendu les biens de son père du vivant de son père? Qu'est-ce qu'il a vendu comme bien? Quel bien il a vendu? Le fils, on parle du fils et père. Qu'est-ce qu'on parle de femme? Ben, c'est un fils. Shemachar ben irse aviv. Qu'il a vendu Bechaya Aviv, du vivant de son père. Il a vendu quoi? Alors, on avait vu dans l'émission précédente, on peut parler d'un cas où le père a donné au fils un bien qui pourra, qui deviendra propriétaire seulement après son décès. Donc avant son décès, il a quoi le fils? Il a que les murs. Et il a vendu du vivant du père. Est-ce qu'il pouvait vendre ou pas? C'est un sujet. Kinyan Perot et Kinyan Agouf ou pas, n'est-ce pas? Comme il n'a pas pris possession, est-ce qu'il peut vendre ou pas ça?
Là, c'est pas, en fait, c'est des biens qu'il les a loués. Pardon? Il les a loués à d'autres personnes. Pourquoi louer? Mahar, c'est vendre. Ah, il les a vendus. Hein. Maintenant, le Rajon nous parle d'un autre cas possible. C'est un fils qui a vendu son droit d'héritage avant l'héritage. Réhouven a vendu l'héritage potentiel qu'il a sur des biens avant d'être héritier. Ça, c'est le sujet divers. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose Chazak, ça peut le rejoindre un petit peu. Chazak au barreau. quelque chose qu'on ne détient pas encore. Et l'histoire, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est que Réhouven est décédé avant le père. Donc Réhouven n'a jamais hérité. Et donc aujourd'hui, une fois que Yaakov meurt, donc Réhouven a vendu son droit d'héritage à un étranger. Et au final, il est décédé avant le père. Et maintenant, le père décède. Donc il y a l'acquéreur qui vient dire, maintenant le père est décédé. Et ben, Yaakov est décédé. Et ben, je viens récupérer ce qui m'a été vendu. Et Hanor, le fils de Réhouven, dit pas du tout. Réhouven n'a jamais hérité. Donc sur ça c'est marqué. Oumet, donc il est décédé, Yaakov est décédé. Beno motim yadei kuchot. Hanor, le fils de Réhouven, va dire aux acquéreurs qui sont d'un étranger, on dit pas du tout, vous avez rien acquis, puisque l'acquisition, il vous a vendu un droit qui ne sait pas, qui n'est pas réalisé, puisqu'il est mort du vivant de son père. Donc il n'a jamais hérité. Et aujourd'hui, moi, le fils de Réhouven, j'hérite pas mon père, j'hérite mon grand-père. Et ça, et sur ça c'est marqué, c'est un enseignement qui est compliqué, un enseignement complexe. Ken. Donc c'est complexe, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Shalchum Etam, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça a été envoyé, cet enseignement d'Eretz Israël. Vélim roulé, la Gemara demande, les acquéreurs, pourquoi ils ne pourraient pas dire aux héritiers, donc aux fils de Réhouven, ton père a vendu et toi tu récupères. Ton père a vendu, il a vendu. Donc toi, tu viens en tant que quoi? En tant qu'héritier que ton père, mais ton père a vendu. Ah ouais. Maïkoucha, la Gemara dit, mais c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu dis que c'est une halakha complexe, une halakha qui perturbe, on va dire une halakha très chidouche, mais il dit pas du tout. Le petit-fils, il va dire, mais moi, j'hérite pas mon père, j'hérite mon grand-père. Maïkoucha, Dilma Matzama Mikoch Avoade Abakatina, Teda Dirtiv Tachata Votera Yubanecha. Le petit-fils, il hérite le père directement. Le grand-père, pardon, directement. Si le petit-fils héritait le grand-père par ricochet. Je m'explique. Réhouven est décédé du vivant de Yaakov. Quand Yaakov décède, le fils de Réhouven, Hanor, donc le petit-fils, il hérite son grand-père en voie directe ou c'est par ricochet par son père? Si c'est en voie directe, alors les acquéreurs de Réhouven, ils n'ont aucun argument. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais Réhouven n'a jamais hérité. Donc cet héritage, c'était une loterie. Il n'a jamais hérité. Donc aujourd'hui, moi, petit-fils de Yaakov, j'hérite Yaakov. Et Réhouven n'était jamais propriétaire. Et il n'est même pas propriétaire par ricochet. Par contre, si on dit que le petit-fils, il hérite son grand-père que par le mérite de son père, pour reprendre, le fils de Réhouven hérite Yaakov seulement parce qu'il est le fils de Réhouven, alors là c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce que les acquéreurs vont dire, mais nous les acquéreurs, on est avant toi, fils de Réhouven, puisque ton père nous a déjà vendu. Donc ton père, il a avant de te donner ou de te laisser le droit d'héritage, il a déjà écarté ce droit en nous le vendant. La Gemara a dit non, pas du tout. Il t'a exclu. La Gemara a dit non. Le petit-fils hérite le grand-père directement. Et donc Réhouven, il n'est plus dans l'histoire. Comme c'est marqué dans le Passouk, Tachat avotecha yubanecha. Tachat avotecha, à la place. Donc on parle à un homme, on lui dit à la place de ton père, à cet homme, yubanecha seront tes enfants.
Tachat avotecha. Donc on parle à Réhouven, on le dit Tachat avotecha à la place de ton père, Yaakov, Yubanecha, seront tes fils. Donc les petits-fils, ils sont directement héritiers du grand-père, sans passer par Réhouven. Et là, il cachait, donc c'est pas une question, c'est une évidence. C'est normal, on reprend, c'est normal que dans le cas où, ici, le cas que le Rajbam nous a cité, à savoir, Réhouven a vendu son droit d'héritage avant même d'hériter. Et il est mort du vivant de son père, donc il n'a jamais hérité concrètement. Et bien, le fils de Réhouven dit aux acquéreurs, bye bye. Vous n'avez rien comme droit sur cette acquisition. Pourquoi? Réhouven n'a pas hérité son père, et moi j'hérite le grand-père directement. Donc ça passe pas par Réhouven. La Gemara dit là, il cachait à cacher. Mais il y a une autre question à ce sujet. C'est quoi? Ben Bechor shemachar chelek bechora bechayaviv. On parle du fils de Réhouven, on va reprendre Réhouven, qui a vendu sa double part du vivant de son père. Là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Ça aussi, on a déjà solutionné. On arrive tout de suite. La double part de Réhouven, on est bon? Elle revient au fils de Réhouven si Réhouven décède du vivant de son père? Alors ça dépend si lui il est. Oui ou non? Oui. Où on a vu ça? Où on a vu ça? En réalité, la double part, il a reçu. Qui? Benot Tzelophrad. Benot Tzelophrad, ils ont réclamé la double part parce que Tzelophrad était un Bechor. Et lui, il est décédé. Et les filles de Tzelophrad ont réclamé la double part de leur père. Et là, automatiquement, ça veut dire quoi? C'est vrai que toi, tu m'as dit le petit-fils, il hérite le grand-père directement. Mais si tu me dis que le petit-fils, il a un droit de double part, forcément, c'est qu'il vient par ricochet de son père. Et là, tu ne peux pas dire que je viens directement. Parce que si tu revendiques, toi, petit-fils, la double part, ça veut dire forcément tu as pris la part de ton père. Et là, il cachait à cacher ben bechosh machach avec bechora bechayaviv ou met bechayaviv beno motzim yad el kuchot vezu shikasha ben yamonot. Pourquoi? Avua masbin yuma pik, parce que là les acquéreurs vont dire ton père a vendu et toi tu récupères. Vechit eman achanami amar mikoach avua dabakatina. Et si là aussi tu vas appliquer la même réponse, c'est que le fils de Réhouven va dire moi j'hérite mon grand-père directement, mais tu n'as pas le droit sur le grand-père sur la double part. Pourquoi tu as une double part? Forcément, si tu as une double part, c'est que tu es à la place de Réhouven. Donc si tu es à la place de Réhouven, ça passe par Réhouven. Si ça passe par Réhouven, ça a déjà bifurqué et ça a été vendu à des étrangers. La Gemara du Maïkouchia, Dilma Matzé Amar, Mikor Voda Bakatina, Bimkom Av Kamina. C'est pas une question, tu sais pourquoi? C'est pas que le petit-fils hérite le droit du père. Je m'explique. Hanor, le fils de Réhouven, c'est pas qu'il a hérité la double part de son père, c'est qu'il est à la place de son père, comme il dit le pasouk, Tachat avotecha yubanecha, c'est-à-dire qu'il prend la place. C'est un nouvel héritier, c'est un héritier qui prend un accès direct et qui remplace Réhouven. Donc Réhouven, il est décédé, il est out. Aujourd'hui, le fils de Réhouven, il est à la place de Réhouven. Donc la vente de Réhouven, elle est nulle. Elle n'a pas pris effet. Il est plus dans l'histoire. Bah oui, il est plus dans l'histoire. Et le chidouche, il est que le fils de Réhouven prend la position de Réhouven comme si que lui-même il était Bechor. Et là, il cachait Akashia, Aya Yodea Lo Edut Bishtar, Achelone Sagazan et Sagazan, ou Eno Meidal Ktaviado, Avalachri Medim Meidim. La Gemara dit non, c'est pas ça, il n'y a pas de problème ici. C'est pas un enseignement particulier qui demande, qui est un chidouche énorme, incompréhensible. Parce que ça aussi, c'est une évidence. La Gemara va dire autre chose. Mais je te dis un autre enseignement qui est vraiment un chidouche. Admettons que Réhouven, on sort de l'héritage, on parle d'autre chose, les gamrés. Réhouven a été témoin sur une affaire, une transaction, une vente, une donation, n'importe quoi. Il était témoin. Il a signé un document en tant que témoin. Ensuite, le temps est passé, c'était en 2000. On est bon? L'histoire est en 2000. Maintenant, on est 2020, 24. Et Réhouven, il a changé de comportement. Il est devenu chef de la mafia. Ce qu'on appelle Pastoul la Edout. Il est grillé. N'est-ce pas? Il est listé, blacklisté. Donc le Bedin, quand il se présente au Bedin, le Bedin lui demande la patte blanche. Et il dit non, il n'y a pas de patte blanche.
tu rentres même pas au Bedin, on veut même pas t'entendre. Il dit, mais c'est une histoire d'il y a 20 ans, 24 ans, j'étais tzaddik. Ciao. Si aujourd'hui tu n'es pas en mesure de témoigner, tu peux pas en témoigner. Donc, si le Bedin vient convoquer un témoin qui a signé il y a 20 ans, au moment des faits, il était cachère. Aujourd'hui, il est plus cachère. Il ne pourra même plus, il sera même plus crédible pour venir authentifier sa signature. Même si c'est lui. Mais vous savez qui est-ce qui peut authentifier? Un étranger. Lui, s'il vient authentifier sa signature, il faut qu'il ait le visa, le droit de témoigner. Il n'a pas le droit de témoigner, il n'est pas saoul. Donc quand on fait n'est-ce pas, on lui fait l'IRM en rentrant au Bedin, on regarde son casier judiciaire, on lui dit, tiens, tu rentres même pas au Bedin, tu restes dehors. Donc il ne peut pas authentifier sa signature. Ah, mais les faits remontent à un temps antérieur où j'étais cachère, tu rentres pas. Tu rentres pas, t'as pas accès au Bedin. T'es pas saoul. Ça a l'air de te choquer, Joshua. Il n'y a pas de prescription, oui, constamment. Et c'est prescriptions. Il est pas sous maintenant, c'est chef de la mafia. Et c'est prescriptions, donc on le laisse pas rentrer au Bedin. Ah, c'est mignon. Il est pas sous la doute. Il est invalide. Mais, il dit, mais c'est une ancienne histoire. Et il y a 20 ans, j'étais pas... On casse pas le dossier, c'est fini, on casse pas le dossier. Non, tu n'écoutes pas, mais je tarde dans les mots. Donc il y avait un témoignage. Donc Lévi, on a dit, Lévi a signé en 2000 sur un document. Aya Yodalo Edut Bishtar. Il a signé un document en 2000. Achilon et Sagazlan, Vanessa Gazlan. Donc en 2000, il était un bon juif. On sait qu'en 2020, il a rejoint la mafia. Donc en 2020, il est blacklisté. Maintenant, il y a un problème sur ce document de 2020, de 2000. C'est un document qui vient au Bedin, à qui le Bedin a besoin d'authentifier le document. Mais on ne peut plus faire appel au témoin lui-même, parce que le témoin lui-même, il est inapte. Mais c'est lui qui a témoigné. Donc c'est lui qui a témoigné, son témoignage, il est cachère. L'authentification va se faire par des étrangers. Une fois qu'on aura l'authentification par des étrangers, le document sera valide parce que cette personne a témoigné. Donc il y a ce petit paradoxe, n'est-ce pas? C'est un petit peu, ça se mord un peu la queue. Et c'est pour ça que l'Agma a dit, c'est chidouche. Hu eno meid al ktav yado, aval achim edim. L'Agma a dit, ashtayu lo meeman achine meemne, vezoi shekasha bedin mamonot. Ma ikusha dima que jorza ktav yado bedin. L'Agma a dit, non, même là, c'est pas un problème. Pourquoi? Tout simplement, on parle si sa signature a déjà figuré, déjà été enregistrée. Déjà, on a déjà enregistré son empreinte au Bedin. Donc en réalité, une fois qu'on a enregistré son empreinte au Bedin, on n'a plus besoin d'un témoignage. Urzak Yado Bedin, ça veut dire que le Bedin a déjà recensé, a déjà un jour reconnu et enregistré, c'est l'empreinte de Réhouven. On sait que c'est l'empreinte, elle est copie conforme. אלא יקשה הקשה, היודע לו עדות בשטר שלו תיפול לו בירושה. הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל לכם יכולים כתב ידו. Un cas similaire avec Yerusha. Donc il était témoin sur un document avant qu'il ait un droit d'héritage sur le bien et ensuite il ait le droit d'héritage. Là aussi, אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל לכם יכולים כתב ידו. מה יקושה דילמה החנמי, כי עוד שורזה כזה בבית דין, même réponse. Et là, un cas similaire, une personne, un étranger qui faisait partie, il était témoin en faveur d'un homme qui lui était complètement étranger, il n'avait aucun lien de parenté. Et ensuite, les années... Il a réussi lui-même, c'est bien. Non, ça c'est le cas d'avant. Là, on parle du cas où il est Sachatano, il est devenu le gendre. Ouais. Donc Réhouven avait été informé et assisté à une certaine transaction donc en faveur de Shimon, et un beau jour, Réhouven, ni plus ni moins, devient le gendre de Shimon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il ne peut plus témoigner en faveur de son beau-père. Au moment des faits, il était cachère. Au moment de la revendication, il est karov. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi pareil. Où est nommé Dal Taviado? Valachem Edim Taviado. Où l'homme Meman Achim Memne. Vertement Achim Mikion Shorzac Taviadin. Vamar c'est parvenu mieux Maram Nachman. Pichilo Rzak Taviado Bedin. Là, tu ne veux pas me répondre la même réponse que tu m'as dit précédemment. Pourquoi? Parce que Rav Yosef a dit dans ce cas-là, même si sa signature n'est pas enregistrée au Bedin, là aussi, on appliquera cette règle que des étrangers pourront attester et valider et reconnaître sa signature, et on se suffira de cette reconnaissance par des étrangers, même si lui-même, il n'est pas en mesure de reconnaître et de témoigner. La Gemara du Makusha, dit Makzirat Melechi, ça c'est la fameuse Gemara à retenir et à enregistrer.
En réalité, un karov, il y a une différence fondamentale entre un karov et un pasoul. De cette Gemara, en tous les cas partiellement, et je m'explique, la Gemara va dire, un karov, pourquoi quelqu'un qui a un lien de parenté, il est invalide au témoignage? Et pourquoi un voleur, il est invalide au témoignage? Est-ce que c'est pareil? On réfléchit 2 secondes. Quelqu'un qui est voleur, pourquoi il est invalide? Parce qu'il ment. Parce qu'il ment. Toute personne, pourquoi il ment? Peut-être il ment pas. On n'a pas certitude qu'il ment. Mais on considère que toute personne qui est un faible avec l'argent, on craint qu'il a été payé pour témoigner. Tout simplement. Parce qu'il est un faible avec l'argent. Après, s'il ne mange pas cachère ou s'il Mechael Shabbat, c'est un sujet, Marloket Abaye Verava. Est-ce que un rachat, de quel rachat on parle, était Avon, etc. Ayen Sanhedrin, c'est un sujet là-bas, si je ne me trompe pas, d'Afkaf Zahin, on a vu dans la Gemara de Sanhedrin. Ok. Mais là, on parle d'un voleur. Donc, pas sous la doute, on va parler d'un voleur, c'est plus simple. Donc, la raison pour laquelle il est invalide, c'est logique. On craint le mensonge. Maintenant, un proche. On peut mentir aussi. Est-ce que la raison pour laquelle il est invalide, c'est parce qu'on craint le mensonge ou non? La Gemara nous dit non, c'est pas parce qu'on craint le mensonge. La preuve en est, même... Non. Complicité égale mensonge. Non, c'est pas parce qu'on craint le mensonge. Xerat Meler, c'est une Xerat Akatou. La preuve en est que si Moshe et Aaron viennent témoigner tous les deux, ils viennent faire perdre un témoignage, ou bien l'un vient témoigner en faveur de l'autre, ou bien l'un est jugé sur un sujet de l'autre, on ne les accepte pas, même si on est certain qu'ils ne mentent pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet ici. Qui t'a dit qu'ils ne mentent pas? Peut-être oui. On ne peut pas supposer, Chas Shalom, que Moshe et Aaron mentent, parce que si on suppose, alors il n'y a plus la Torah. C'est ça, on veut Donc, Isha Elohim, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, voilà, il n'y a plus le doute du mensonge. Et s'il n'y a pas le doute du mensonge, et malgré tout, ils sont invalides, eh bien forcément, c'est que la Torah a invalidé le lien de parenté, même si... Alors peut-être on peut poser une question, et qui t'a dit qu'ils sont invalides? Peut-être qu'ils ne sont pas invalides. Peut-être la Torah dit que les frères ne sont pas saouls, seulement s'il y a un rechash méchaker. Et en général, il y a toujours cette crainte-là, et ce doute. Et seulement pour Moshe et Aaron, non. Et Moshe et Aaron, ils n'ont pas. Donc eux, ils sont cachers. Ok. Hein? Exception. Chazak ou Baruch, ok, pas d'exception. Ça s'appelle comment? Améler. Xerat, Xerat. Meler. Meler. La Xera, le décret du roi. C'est qui le roi? C'est Hachem. Ben voilà, c'est tout Xerat Meler. La Gemara dit C'est un Kalvachomer, alors. Xerat Meler, c'est un décret. Non, mais on peut dire. C'est un décret. Si La Gemara est en train de dire. On fait pas le truc, donc on fait pas le truc. On va faire une préférence pour chacun. C'est pas un non, c'est pareil, c'est fralfral. Forcément, c'est que c'est fralfral. La raison de l'invalidité n'est pas parce qu'il y a une crainte, mais parce que bon Dieu dit, la famille, non. Tu fais pas d'affaires, la loi pour tout le monde, tu fais pas de. Mais c'est pas parce qu'il y a une crainte de mensonge. Même s'il n'y a pas de la crainte de mensonge. Comme ça, le bon Dieu, il a dit. La famille, non, la famille, il n'y a pas de, la famille ne peut pas faire juger partie. La famille voilà, la famille est exclue. La Gemara a dit, donc en réalité, toi tu viens poser une question, ce gendre qui est devenu gendre, comment se fait-il qu'il ne peut pas il peut pas témoigner et quelqu'un va témoigner à sa place, va témoigner un témoignage que lui-même il témoigne? Réponse, non, parce qu'en réalité, tout ce qu'on a invalidé lui, c'est à témoigner, c'est une xérat hakatouv, c'est quelque chose qui nous dépasse, il n'y a pas vraiment une logique. Donc toi tu poses une question logique, mais c'est pas logique parce qu'en réalité il devrait être cachère le gendre. Et toute la raison pour laquelle il est invalide, c'est xérat hakatouv. Donc c'est pas une question ce que tu poses. Et la preuve, la Gemara dit, Dium elom rachimemne vela mishum de meshaker, dilotem achim Moshe ve'Aaron lechotanam mishum de lomemne hu ela xérat melech hu shelo yidu lahem achanam xérat melech hu shelo yid al ktav yado lechotano. Donc la Gemara elle dit, y a pas, je vois pas la question parce que tout simplement tu peux dire c'est une xérat hakatouv et donc il n'y a pas de question logique possible. La Gemara dit Ela leolam, donc on revient. Quel est ce fameux enseignement qui a été envoyé d'Eretz Israël sur lequel il a été dit c'est un enseignement le plus compliqué de Diné Mamonot? Je vois pas. La Gemara elle a essayé toutes sortes de possibilités et elle n'a pas trouvé où est la complexité de cette halakha. D'accord? Et là, l'olam qui d'Amran Meikara, on revient à l'origine. En réalité, de quoi on parle? De Réhouven qui a vendu les biens, qui est son droit d'héritage. Il a vendu un étranger. Et il est mort du vivant de son père. C'est-à-dire qu'il est mort du vivant de Yaakov.
et ensuite Yaakov est décédé. Ensuite, le fils de Reuven, qui s'appelle Hanor, a le droit de récupérer ses biens. Et l'acquéreur, a priori, a un argument. Comment tu peux récupérer le bien que ton père a déjà vendu? Donc t'es pas mieux que ton père. Et sur ça, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a répondu? Non. Vous savez pourquoi Reuven, le fils de Reuven, peut récupérer? Parce que lui, il a un accès direct à son grand-père. Il n'a pas besoin de passer par Reuven. La Gemara a dit non. Toi, tu m'as répondu en réalité à cette question, et donc tu as remis en question la question parce que tu dis non, il y a une logique, il y a une réponse, il y a une explication à ça. C'est que le petit-fils hérite son père directement. C'est pour ça que Reuven il est exclu. Non, Aou bevrach active. Effectivement, c'est sûr que le passouk le dit, mais il le dit pas au niveau de l'héritage. C'est-à-dire le passouk ne t'enseigne pas forcément que le petit-fils a un droit d'héritage direct du grand-père, mais c'est seulement une bracha. Ou mi matitama baraktiv, la Gemara dit, mais on sait, c'est déjà marqué, avalinalo, vatanya, nafalabita lavalimo. Toute cette Gemara-là, tout ce Hamoud, c'était une introduction à notre Mishnah. Pour poser une question à partir de notre Mishnah, on va amener une preuve à notre Mishnah. À savoir, on veut prouver à partir de notre Mishnah qui a dit quoi, de quoi elle parle Mishnah, nafalabait alav ve'alimo, donc la maison qui s'est effondrée sur le fils, donc Yosef et Rachel, et sur ça on a dit quoi? Il y avait est-ce qu'on dit Yachloku, moitié-moitié, ou bien on a la position de Rabbi Akiva qui dit quoi? Que Nechassim Becheskatan, les biens qui appartenaient à Rachel, ils restent chez Rachel, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, Alavi, Mechila, on reprend la Mishnah de Alavi, Mechila, c'est l'autre Mishnah. Alav al Morisha Vayal, Ktuva Tisha Baal Chov, Yorsha Avomrim, donc ça c'est la Mishnah, Ken? La Mishnah dans Kouf Nunzaïn, c'est pas Alav al Mechila, Alav al Aviv, donc la maison qui s'est effondrée sur le fils et sur le père. Et c'est quoi la question ici maintenant? Est-ce que le fils n'avait pas les moyens de payer la Ktuva? Donc le fils n'a rien. On est bon? Reuven et Yaakov sont dans un bateau. Le bateau fait naufrage. Ou la maison s'écroule. Et on ne sait pas si c'est Reuven qui est décédé en premier. Et donc, la femme de Reuven n'a rien à réclamer parce que Reuven n'avait pas de bien. Ou bien non. C'est Yaakov qui est décédé en premier. Et donc Reuven a hérité son père. Et donc il y a une Ktuva à payer. On est bon ou pas? C'est ça le sujet. Et ça c'est marqué. Yorshe Avomrim, Aben Medrishon. Les héritiers du père. Donc Shimon dit, vous savez qui est mort en premier? Ils prétendent. Non, c'est le Ben, c'est le fils. Donc c'est le Reuven. Et Reuven, quand il est décédé, il avait 0 bien. Donc qui est-ce qui a hérité le fils? Qu'est-ce qui a hérité le fils? Le père. Donc admettons que Reuven n'a pas d'enfant. Donc le père, il a hérité son fils. Et donc nous aujourd'hui, on hérite notre père. Donc Shimon dit, la femme, bye bye. Les Baal et Chovot, bye bye, parce que Reuven n'avait pas de bien. La question c'est, est-ce qu'on parle seulement des héritiers du père ou des héritiers aussi du fils? Alors la Gemara dit comme ça, donc met à Ben, Yorshe Abal, Avomrim, Ben met Rishon, Varka met Av, Baal Chovomer, Av met Rishon, Varka met Ben, Maïlav Yorshe Av, Bene Morishav, c'est-à-dire Achi, Vis al kadata aché, les frères, vis al kadata chlomaté amar miko achavua de abakatina, dechiti tarada utraim et rabbi bachaktiv, qui met à ben vacharkach metav, mayave, nimaleu, baalchov, yerushat avon kashakinla. Donc la Gemara dit, si a priori, qu'est-ce que ça change? Si c'est le fils qui est, même dans ce cas-là, on devrait dire, même si le fils est décédé en dernier. Donc on reprend le cas. Il y a Reuven et Yaakov. Est-ce que vous me suivez? Ou bien on s'arrête là? Non. Il y a Reuven et Yaakov. Reuven et Yaakov. Dans un bateau. On est bon? Reuven et Yaakov, Reuven c'est le père de Yaakov. Ah bon? Non, On ne parle pas des enfants de Reuven, mais on parle des frères. Et donc dans ce cas-là, il n'y a même pas la sougia de Tachat Avotecha Yubanecha. On se retrouve demain, mes Hachem, pour la suite. Il nous reste un petit passage.